Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 32, je pense qu'on va pouvoir commencer doucement, ça va faire venir les retardataires. Laurie, je te laisse la main pour la Ça première partie. marche. Merci beaucoup, Lauriane. Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur l'appel à projet Data Challenge. Donc, aujourd'hui, on va commencer par une courte introduction, puis on poursuivra par une définition de ce qu'est un Data Challenge, puis une présentation de l'appel à projet des Data Challenge en santé. Puis nous aurons la chance d'avoir aujourd'hui le retour d'expérience sur le Data Challenge Cytologia et on pourra clôturer ce webinaire par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié, on y répondra en fin de webinaire. Merci d'avance. Donc, pour ma part, je suis Laurie Alla, je suis chef de projet Open Science Wells Data Hub depuis environ 1 an et demi. Et du coup, je travaille dans l'accompagnement des porteurs de projets au niveau de l'ouverture de leurs résultats, que ce soit des algorithmes code source en open source ou des bases de données en open data. Donc, le programme Data Challenge est un programme qui est soutenu par le Health Data Hub. Le Health Data Hub, c'est une structure publique créée fin 2019 ayant pour objectif à faciliter l'accès aux données de santé pour les projets d'intérêt public et tout ceci dans la continuité de la mise en place du système national des données de santé en 2016. Donc, c'est un guichet unique sur les données de santé en France, mais c'est également une plateforme sécurisée à l'état de l'art et un catalogue de données incluant une des plus larges bases de données médico-administratives au monde. Donc, le Health Data Hub, c'est un projet qui est impulsé et soutenu dans le cadre de politiques publiques d'ampleur. Donc, on peut notamment citer le rapport Villani ou la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux passer la slide, s'il te plaît, Lauriane? Merci beaucoup. Donc, afin de répondre aux besoins d'ouverture dans le domaine des données de santé, le Health Data Hub a créé en 2024 le pôle Open Science. Donc, ce pôle est né d'actions préexistantes, mais également d'actions nouvelles. Donc, c'était plutôt une structuration des actions autour de l'ouverture de la science en santé. Donc, on a notamment des actions open source et des actions open data avec le développement de solutions pour faciliter l'ouverture de résultats. Et on a également l'action Data Challenge du HDH qui vous sera présentée plus en détail par la suite par Lauriane et qui est accompagnée d'une grande dimension d'ouverture des résultats, à la fois open data et open source. Donc, le pôle Open Science a différents objectifs, notamment la participation aux travaux nationaux relatifs à la science ouverte dans le domaine des données de santé, l'organisation d'événements fédérateurs autour de la science ouverte et le développement de solutions open source et open data. En ce qui concerne les événements fédérateurs, l'objectif, c'est vraiment de rassembler les acteurs de l'innovation en contribuant à l'ouverture des connaissances dans le domaine des données de santé. Donc, on peut citer notamment l'organisation de Meetup, qui sont des événements ouverts à tous qui permettent de réunir des acteurs variés dans le but d'échanger autour de thématiques telles que les avancées sur le SNDS, les ouvertures en open source de différents travaux sur les données de santé ou les ouvertures de bases de données en santé. Donc, ce sont des événements à la fois en présentiel et en ligne. On peut également citer la journée Open Science en santé qui est organisée pour la deuxième édition cette année, le 4 juin 2025. Lors de cette journée, on va réunir différents acteurs majeurs de l'Open Science tels que Hugging Face et MIT. On aura également l'association Latitude. On aura également des présentations vis-à-vis d'acteurs institutionnels tels que la CNAM et l'ADRES qui vont nous présenter leur démarche d'ouverture et leurs engagements en faveur de l'ouverture de la science. On aura également l'annonce des lauréats de la 8e vague de l'AMI BOAS et la remise des prix du Data Challenge Cytologia qui vous sera présentée en fin de webinaire. Enfin, les Data Challenge en santé sont une initiative mise en place pour répondre aux besoins d'ouverture dans le domaine des données de santé. En effet, nous, on est persuadés que la science ouverte a le potentiel de transformer la manière dont la recherche médicale est conduite en la rendant plus transparente, inclusive et efficace. Et on est également persuadés que les recherches les plus impactantes seront issues de l'intelligence collective. Donc, les Data Challenge s'inscrivent totalement dans cette dimension d'open science et ils sont également un levier innovant pour transmettre la culture de l'open science. Donc, on a cité ici quelques avantages de façon non exhaustive vis-à-vis de l'ouverture de la science. On peut citer notamment le fait que ouvrir les résultats, ça permet de faciliter la collaboration et la réduction des redondances, puisqu'on facilite l'accès à des résultats qui sont déjà produits, on évite la duplication des efforts et on favorise une utilisation plus efficace des ressources. On favorise la transparence et la reproductibilité des résultats puisque les utilisateurs peuvent les vérifier, les reproduire et on gagne ainsi en confiance vis-à-vis du public.
public. Et enfin, on peut citer le fait que ça accélère la recherche médicale, puisqu'en partageant les données ou les algorithmes à la communauté, on favorise l'innovation ouverte, notamment d'acteurs qui sont non traditionnels vis-à-vis de la recherche. Et on peut enfin citer la protection contre les biais commerciaux, puisque à partir du moment où une ressource est ouverte et accessible de façon libre et gratuite par tout le monde, on réduit les possibilités d'exploitation purement commerciale. Donc voilà pour l'introduction. Pour la suite, je laisse la parole à Lauriane sur Data Challenge. Et donc, on répondra à vos questions à la fin de webinaire. Merci. Merci beaucoup, Laurie. Alors effectivement, je vais prendre la suite un peu plus en détail sur le programme qui nous intéresse aujourd'hui, donc le programme Data Challenge en santé. Donc pour ma part, je suis chef de projet au Health Data Hub depuis un peu plus de 3 ans maintenant au sein de la direction scientifique. Et je travaille donc sur l'accompagnement des porteurs de projets qui sont sélectionnés à l'occasion du dispositif Data Challenge en santé. Voilà, et donc on accompagne nos porteurs de projets depuis le cadrage initial, donc sur le plan scientifique, réglementaire et opérationnel, jusqu'à à la fin le lancement de la compétition Data Challenge et l'ouverture des résultats dont Laurie vous a parlé en introduction. Donc le programme Data Challenge en santé, pour le contexte, c'est une initiative qui s'inscrit dans la mission d'animation de l'écosystème du Health Data Hub. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre des acteurs qui produisent chaque jour des données de santé pour essayer de faire en sorte d'arriver à innover grâce à la réutilisation secondaire des données de santé qui sont produites quotidiennement. Et ce dispositif s'inscrit dans le cadre du plan France 2030 et est donc conduit en partenariat avec la délégation ministérielle au numérique en santé, le secrétariat général pour l'investissement et BPI France, qui est l'opérateur financier de ce dispositif. Et tout ça s'inscrit également dans la stratégie d'accélération santé numérique. Donc les Data Challenge, on va voir que c'est une approche innovante et participative, puisqu'on va faire se rencontrer plusieurs acteurs qui viennent de plusieurs horizons. Et ce dispositif va permettre d'enrichir le catalogue de données de santé ouvert et mis à disposition de la communauté, de développer des algorithmes d'assistance aux professionnels de santé qui vont être également publiés en open source et le tout dans une démarche d'intelligence collective, comme l'a très bien expliqué Laurie tout à l'heure, et d'ouverture de la science. Donc dans une première partie, on va revoir ensemble qu'est-ce qu'un Data Challenge et plus précisément un Data Challenge en santé, puisqu'il s'agit d'un projet, d'un type de format de réutilisation de données de santé qui est assez spécifique. Donc, un Data Challenge, de façon générale, c'est une compétition en sciences des données ouverte, dont l'objectif va être de résoudre une problématique spécifique de data science grâce à des solutions d'apprentissage automatique. Donc, ce sont des compétitions qui se déroulent en ligne et qui vont reposer sur l'analyse d'un large jeu de données qui va être mis à disposition par les organisateurs du Data Challenge sur une plateforme dédiée. Donc, la plateforme la plus connue, qui est une plateforme de référence, c'est Kaggle, la plateforme de Google. Donc nous, pour nos Data Challenge, on ne passe pas forcément par cette plateforme. Il en existe plusieurs. Mais voilà, ça c'est la plus connue. Et donc ce type de format va se découper en plusieurs parties. Donc la première chose, ça va être la problématique. Donc c'est une problématique à laquelle on va pouvoir répondre grâce à des techniques de data science et de machine learning. Et pour développer ces outils-là, on va mettre à disposition une base de données à analyser, donc qui doit présenter une taille d'échantillon et une homogénéité suffisante pour avoir des résultats robustes. Mais ça va être donc cette source d'information qui va permettre le développement de ces outils. Et donc cette problématique et ces données vont être mises à disposition sur cette fameuse plateforme de Data Challenge qui va permettre d'héberger la compétition, donc les données, et de donner toutes les informations sur la problématique, les enjeux, et surtout de recruter des participants du monde entier qui vont pouvoir participer au challenge et tenter de développer la solution la plus efficace possible en réponse à la problématique, la plus créative et à l'état de l'art. Et ces compétiteurs
Donc pourquoi est-ce qu'ils participent à ces data challenges? Eh bien, c'est pour tenter de remporter un prix, puisque les équipes à l'origine des modèles les plus performants seront classées et récompensées. En général, on récompense les 3 premiers et ça leur permet aussi de gagner en visibilité, de se faire remarquer, pourquoi pas recruter aussi et de continuer à affiner leur expertise en se mesurant voilà, à d'autres équipes. Et aussi d'être publié. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages aussi pour les compétiteurs, ce qui fait qu'on a en général pas mal de personnes qui participent au Data Challenge et pas mal d'équipes multidisciplinaires avec des horizons différents. Donc ça peut être des indépendants, des data scientists, des chercheurs, des académiques, également des industriels et des startups. Donc, comment est-ce qu'un data challenge se présente concrètement? La compétition se déroule sur une plateforme en ligne qui va permettre de comprendre la problématique, les règles et les enjeux du challenge. Donc, il y a une introduction pédagogique et de la documentation qui va être mise à disposition pour expliquer tous les enjeux autour de la problématique et présenter la façon aussi dont vont être évalués les modèles qui vont être développés et également les règles du challenge avec un règlement intérieur qui va préciser notamment les modalités d'utilisation des données, les modalités de calendrier, etc. Et qui va préciser également tous les enjeux open, c'est-à-dire que pour pouvoir recevoir la récompense, la règle c'est de devoir ouvrir l'algorithme lauréat en open source. Ensuite, on a un espace qui permet d'accéder aux jeux de données et également à de la puissance de calcul. Donc, il y a plusieurs jeux de données qui vont être mis à disposition pour entraîner, tester et valider les modèles. Donc, tout ça peut se faire directement sur la plateforme. Cette plateforme, elle permet aussi de se mesurer aux autres participants grâce à l'accès à un classement en temps réel. Donc en fait, les compétiteurs vont pouvoir entraîner leurs modèles, les tester, et suite à cette phase de test, on va avoir un score public qui va être affiché sur un leaderboard, donc vraiment un classement en temps réel où chaque équipe va pouvoir voir sa position et le but va être de monter ou de rester en tête de classement. Et c'est ce qui fait qu'on a toujours plus d'itérations avec des modèles de plus en plus performants. Et enfin, il y a des espaces d'échange collaboratifs sur ces plateformes qui permettent à la fois aux compétiteurs de parler entre eux, mais aussi d'échanger avec les organisateurs du challenge. Là, sur des thématiques de santé, par exemple, il y a souvent des forums assez actifs où les data scientists vont avoir des questions sur les données, sur la façon dont les professionnels médicaux traitent ces données dans leur pratique quotidienne pour essayer de reproduire ça et d'orienter l'apprentissage dans ce sens-là. Donc c'est assez dynamique comme type de format. Donc là, on a illustré tout ça avec un des data challenges qu'on a pu organiser en 2020 avec la Société française de pathologie, donc le challenge TissueNet qui portait sur la détection des lésions cancéreuses et précancéreuses du col de l'utérus à partir de biopsies. Donc là, c'était un challenge qui a été hébergé sur une plateforme qui s'appelle Driven Data, qui est une plateforme américaine, mais voilà, on a plusieurs types de plateformes qui sont utilisées. Chaque porteur de projet peut choisir sa plateforme. Donc là, sur la plateforme, on peut voir la description de la problématique. Donc là, l'idée, c'était de développer un modèle qui soit capable d'identifier et de classer des lésions entre les 4 types de lésions définis par l'OMS, donc entre 0 et 3. Et l'idée, donc, c'était d'avoir un modèle le plus performant possible pour analyser des biopsies. Donc là, en bas à droite, on a un aperçu du type de données qui était mobilisé. Et sur la plateforme, on a aussi des définitions et de la documentation de tous les concepts spécifiques à la thématique, puisque comme on s'adresse à des compétiteurs qui n'ont pas forcément et souvent pas du tout même de connaissances médicales, on leur explique par exemple ce qu'est une biopsie, comment elle est lue en routine et voilà, comment traiter et utiliser ces données de façon efficace. Donc sur cette plateforme, on a aussi des informations pratiques. Donc là, c'est vraiment très technique sur ce qui est attendu en termes de format de soumission. Voilà les types de modèles qu'on s'attend à recevoir et la façon dont ils doivent sortir leurs résultats. Et on a aussi tout le règlement intérieur lié à la compétition.
Ça, c'est une illustration donc des espaces collaboratifs et d'échange. Donc, il y a des forums et des espaces pour partager des notebooks. Donc, des fois, ça peut être soit les compétiteurs, même si c'est une compétition, parfois, il y a quand même des briques qui peuvent être partagées entre les compétiteurs. Aussi, les organisateurs peuvent partager certaines briques intéressantes. Par exemple, sur les challenges Anapat, on avait des biopsies, on a pu partager des algorithmes de détection de flou ou ce genre de choses pour aider les compétiteurs à construire leur modèle de la façon la plus efficace possible. Et enfin, donc un élément très important, c'est le fameux leaderboard en temps réel. Donc là, à gauche, on voit le nom à chaque fois des équipes ou des indépendants qui participent avec leur score de performance. Donc là, c'était assez serré pour cette compétition. Mais voilà, le but, c'est donc de rester en tête de ce classement. Et ce score de performance, il est calculé grâce à une métrique d'évaluation. Donc là, on a l'exemple de la métrique toujours du challenge TissueNet. Donc cette métrique custom, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une formule mathématique qui va pouvoir pondérer l'erreur commise par le modèle en fonction de la gravité de l'erreur, en fonction de son incidence en clinique, en fait. Par exemple, on pourra choisir de pénaliser plus un faux négatif qu'un faux positif. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est discuté entre le conseil scientifique et les médecins et la plateforme Data Challenge qui va designer cette métrique. Donc là, par exemple, on peut voir que selon la classe prédite, ben, plus on s'éloignait de la classe réelle et plus l'algorithme était pénalisé. Donc en ce qui concerne le déroulement de la compétition, un data challenge, en général, c'est une temporalité qui est quand même plus longue que le format hackathon, qui est en général un peu plus connu. Là, on est sur quelques semaines à quelques mois. Pour nos data challenges, en général, on est sur 6 semaines à 2 mois. Et la première et plus grande phase, ça va être toute la phase d'apprentissage où au début, les compétiteurs vont s'inscrire, prendre connaissance du challenge, des données à analyser et de la métrique, et ils vont commencer à pouvoir entraîner leurs algorithmes. Et une fois qu'ils ont une version intermédiaire suffisamment satisfaisante, ils vont pouvoir soumettre leur algorithme pour un test intermédiaire. Donc là, ils vont avoir accès à un nouveau jeu de données qui n'est pas celui de l'apprentissage. C'est un jeu de données qui est sur la plateforme et où ils n'ont pas accès au label. Donc c'est ces itérations sur ce jeu de données de test qui vont permettre d'avoir le score intermédiaire et donc de voir leur position dans le leaderboard. Ils vont faire plusieurs itérations pendant cette phase pour essayer d'arriver en tête du classement et d'y rester. Et dans les dernières heures, derniers jours de la compétition, on a la phase de test finale. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrivés à une version satisfaisante de leur modèle, ils vont pouvoir faire une dernière soumission, cette fois sur un nouveau jeu encore de données, qui est le jeu de validation. Ça va permettre de s'assurer qu'on n'a pas surentraîné déjà surentraîné le modèle et qu'on n'a pas trop tuné en fait pour qu'il réponde aux exigences du jeu de test intermédiaire et qu'il soit capable de généraliser sur de nouvelles données. Et donc là, c'est une dernière soumission et c'est ça qui va permettre d'avoir un classement final et de récompenser les lauréats qui seront en tête du classement. Donc voilà pour tout ce qui était du type de projet attendu, en sachant que nous, on fait des data challenges en santé, mais il en existe sur plein d'autres thématiques. Ça peut être de la finance, des enjeux environnementaux, etc. Il y a vraiment plein de choses qui se font. Sauf que ce qui fait la différence, c'est que nous, on travaille sur des data challenges en santé, donc on va mobiliser des données de santé qui vont être rendues parfaitement anonymes pour pouvoir être mises à disposition lors d'un data challenge. Mais donc, dans la phase d'organisation de ce projet, on va devoir traiter des données de santé. Et tout ça implique des exigences et un cadrage scientifique, méthodologique et réglementaire rigoureux, plus rigoureux que pour d'autres thématiques. Et donc, au Health Data Hub, on a commencé à avoir un petit peu d'expérience sur l'organisation de ce type de projet. On a recensé un petit peu des bonnes pratiques et des retours d'expérience dans un MOOC
voilà, que vous pouvez réaliser grâce au QR code ici ou au lien qui est envoyé dans le chat et qui va expliquer un petit peu toutes les étapes à suivre pour organiser un data challenge en santé. Donc maintenant, on va faire un focus sur l'appel à projet Data Challenge. Là, on a vu donc le type de projet attendu et ces projets, donc on les accompagne grâce à un dispositif qui est un appel à projet. Donc pour l'historique du programme Data Challenge en santé, ça a commencé donc en 2020 avec l'organisation du premier challenge TissueNet qui illustrait l'exemple tout à l'heure. Et suite au succès de ce premier challenge avec la Société française de pathologie, on a monté un premier appel à manifestation d'intérêt en 2021 pour sélectionner de nouveaux projets avec d'autres acteurs et d'autres thématiques médicales. Donc la Société française de pathologie avait de nouveau participé, mais cette fois avec un challenge sur le mélanome. Pardon. Et on a d'autres sociétés savantes et établissements de santé qui ont été sélectionnés à cette occasion. Donc là, ça a lancé donc 18 mois d'organisation. En parallèle, on a relancé aussi l'année suivante, cette fois un appel à projet, mais voilà, sur le même principe, où on a sélectionné 2 nouveaux partenaires. Et à partir de 2023, on a pu lancer toutes les compétitions, enfin une grande partie des compétitions qui ont été sélectionnées auparavant. Voilà, donc il y a eu le challenge de la Société française de pathologie, un autre avec la Société française d'allergologie, Diagnodan avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, Digilut avec l'hôpital Foch et Cytologia dont on parlera tout à l'heure avec le groupe francophone d'hématologie cellulaire et Algoscope. L'année dernière, on a fait une nouvelle vague de sélection de projets, donc encore de nouveaux partenaires et cette fois les compétitions seront lancées courant 2026 ou début 2027. Et cette année, on fait une nouvelle vague de relève qui aura lieu le 30 juin. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger avec de potentiels porteurs de projets qui souhaiteraient déposer une candidature à la relève du 30 juin. Et voilà pour l'historique et la vision un petit peu macro du dispositif. Donc là, c'est un petit peu plus dans le détail des challenges qu'on a pu lancer jusqu'à présent. Donc ça, ce sont tous les projets où la compétition a déjà eu lieu et est terminée. Donc on en a 6 pour l'instant, avec des thématiques et des acteurs variés. Donc on a eu le challenge sur les lésions cancéreuses et précancéreuses du col de l'utérus. Un autre challenge avec la Société française de pathologie sur l'évolution métastatique de mélanome. Celui avec la Société française d'allergologie visait à prédire des allergènes en cause d'une réaction allergique et la sévérité d'une maladie allergique. Pour Diagnodan, cette fois on était sur de l'aide au diagnostic de maladies bucco-dentaires rares. Avec l'hôpital Foch, on a travaillé sur la détection du rejet, des lésions de signes de rejet précoce de greffe pulmonaire. Et pour Cytologia, on a travaillé sur l'automatisation de la lecture du frottis sanguin. On vous en parlera plus en détail à la fin. Donc pour les Data Challenge à venir, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque projet, mais toutes les informations sont sur notre site internet si vous souhaitez en savoir plus. Mais voilà, on a la Société française de médecine nucléaire, l'IHU ICANN, la PHP, des plateformes de la PHP comme Miracle AI, encore l'hôpital Foch qui a renouvelé l'expérience aussi, et le GHU de Sainte-Anne qui travaille avec nous sur l'organisation de nouveaux Data Challenge sur des thématiques médicales variées. Donc, concernant l'appel à projet Data Challenge, donc la prochaine relève aura lieu le 30 juin 2025 pour sélectionner une nouvelle vague de projets. Donc, cet appel à projet est destiné à des acteurs de l'écosystème qui veulent proposer un challenge sur une thématique médicale de leur choix et sur des données de leur choix. Donc, le dépôt de candidature est actuellement ouvert sur la plateforme en ligne de BPI France. Donc, vous avez le QR code ici si vous voulez avoir de plus en plus d'informations ou un lien dans le chat. Voilà, il y a un dossier de candidature à remplir d'ici le 30 juin. La relève se fera à midi. Donc n'hésitez pas à télécharger le cahier des charges et le dossier de candidature si vous voulez en savoir plus et à revenir vers nous, vers l'équipe de BPI France si vous avez des questions sur ces éléments-là. Donc concernant la sélection des projets à l'appel à projet, on a
ici remis les principaux critères de sélection. Donc, la première chose, ça va être l'intérêt de la question clinique, c'est-à-dire qu'elle doit être originale et présenter un intérêt pour le patient et pour les praticiens. Ensuite, il faut que cette question soit, puisse être adressée par une solution d'apprentissage automatique. Donc, il faut que l'approche prédictive soit une approche pertinente en réponse à cette question. Donc, ça va dépendre à la fois de la question posée et des données mobilisées. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient d'une qualité, d'une quantité suffisante pour obtenir des résultats fiables. Et il faut qu'on puisse aussi avoir suffisamment de confiance dans la présence du signal dans le jeu de données. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit confiant sur le fait que les challengers vont pouvoir adresser la problématique grâce aux données qui sont mises à disposition et que ce soit pas quelque chose de trop exploratoire où on n'est pas sûr que le signal soit présent dans la donnée. Donc soit on peut automatiser quelque chose qui est déjà fait en routine, comme ça a été un peu le cas pour le challenge TissueNet, soit on peut faire des choses plus exploratoires, mais il faut avoir suffisamment de confiance. Ensuite, un critère important, c'est la faisabilité de la collecte des données et de leur anonymisation. Donc, on est sur des projets qui durent 18 mois. Il faut que les données soient collectées de façon... enfin, que les données mobilisées aient été collectées de façon rétrospective dans le cadre du soin et qu'on puisse en avoir en nombre suffisant et qu'elles puissent être anonymisées. Puisque pour qu'on puisse partager les données dans le cadre du challenge, on doit sortir du RGPD et avoir des données anonymes. Ensuite, il y a l'engagement sur le partage des données et des résultats. Donc, en échange de l'aide financière et de l'accompagnement fourni par le Health Data Hub, on demande à ce que les données anonymes, la base de données anonyme, soient partagées en open data à l'issue du challenge. Donc, il y aura des modalités de citation de base qui seront prévues. Et on demande aussi aux gagnants de partager leur modèle en open source en échange de la récompense. Et enfin, un élément important, ça va être une forte implication de l'équipe projet. C'est-à-dire que donc nous, au HDH, on offre un accompagnement, mais c'est l'équipe projet qui va faire le gros du travail de gestion de projet, de collecte des données. Euh, voilà, il faut que ce soit réalisable en 18 mois et avec une demande de financement qui ne dépasse pas 300 000 euros. Donc, l'accompagnement type du HDH, donc ce qui se passe, c'est qu'on va sélectionner des projets grâce à l'AAP. Ensuite, il y a un soutien financier de BPI France dans le cadre de France 2030. Donc, il y a jusqu'à 300 000 euros qui sont fournis aux porteurs de projets. Et ensuite, on lance l'accompagnement du HDH qui commence dès le cadrage et la définition du projet. Donc, quand vous postulez à l'appel à projet, il y a déjà une grosse partie du travail qui a été faite, mais on continue à affiner ce cadrage. Parce que par exemple, certains porteurs de projets, au moment où ils vont candidater, ils n'ont pas encore tout leur protocole de collecte ou d'anonymisation des données. Enfin, ils ont une vision macro et une confiance qui permet de juger sur la faisabilité, mais on va affiner tout ça et poursuivre ce cadrage-là. Ensuite, une fois que tout est cadré, on va pouvoir lancer le chantier de collecte des données. Donc, ça dépend si ça va être multicentrique ou si vous avez déjà une cohorte préexistante. Donc, ce chantier-là, il va beaucoup varier en fonction de ça. En général, c'est vraiment le gros du travail. Si on est dans le cadre d'une MR004, ce qui est souvent le cas, il y aura aussi la phase d'information des patients avant de commencer le traitement des données. Et ensuite, on va pouvoir préparer tout le jeu de données en vue du challenge. Donc, c'est-à-dire vérifier qu'on a bien des données de qualité, ajouter des annotations si besoin pour pouvoir fournir la réalité de terrain au modèle. Et une fois qu'on a une base de données finalisée, on va pouvoir héberger tout ça sur une plateforme de data challenge. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il en existe plusieurs, mais c'est une prestation donc, externe. C'est pas le HDataM qui réalise ça. Et le challenge dure, donc en général, on a mis 1 à 4 mois. Pour l'instant, c'est plus entre 6 semaines et 2 mois. Et à la fin, on peut organiser une session de remise des prix, comme ça va être le cas pour le challenge Cytologia dont on vous parlera tout à l'heure. Et à l'issue de tout ça, on va continuer à communiquer et à valoriser les résultats, donc notamment avec l'ouverture des données et des algorithmes, et toujours une animation de l'écosystème autour de ces ressources-là pour qu'elles continuent à vivre au-delà du Data Challenge. Le but, c'est vraiment pas qu'on s'arrête à la fin du challenge.
Donc ça, c'était concernant l'accompagnement du HDH. D'un point de vue financier, donc il y a BPI France qui peut fournir jusqu'à 300 000 euros de financement. Euh, il faut remplir certains critères d'éligibilité qui sont bien décrits dans le cahier des charges du dispositif. Et en particulier, les structures éligibles sont les sociétés savantes rattachées à un CNP, les établissements de santé publics et privés, les groupements de coopération sanitaire et les structures labellisées instituts hospitalo-universitaires. Sachant que ça, donc, c'est pour le portage du projet, donc c'est les structures qui peuvent recevoir du financement, mais ces structures peuvent très bien s'associer à des partenaires qui seront impliqués dans le projet. Ces partenaires-là ne pourront pas recevoir directement le financement, mais de façon indirecte, ils pourront soit être prestataires, soit être présentés aussi en tant que partenaire qui va fournir des données, qui va coécrire les publications. Enfin, voilà, c'est un peu plus élargi que ça, mais pour le financement, c'est vraiment ces structures-là qui peuvent le recevoir directement. Donc là, on a mis quelques exemples de dépenses liées au projet et qui font arriver à peu près à 300 000 euros de budget. Donc avec ce budget, vous allez pouvoir faire du recrutement, donc notamment un chef de projet dédié, également des data scientists ou des techniciens qui vont pouvoir aller désarchiver et rentrer les données. La plateforme de Data Challenge, qui a un coût aussi qui va varier grandement en fonction de la volumétrie. Donc en général, on peut tourner autour de 25 à 35 000 euros, sachant que si on est dans des données très volumineuses qui font plusieurs téras, comme c'est le cas pour l'ANAPAT, là on ajoute des coûts incompressibles en fait de puissance de calcul et de stockage qui font vite grimper la facture. Ensuite, il y a la récompense pour les gagnants du challenge. En général, c'est 25 000 euros. La prestation DPO, donc soit vous avez votre propre DPO qui est capable d'assurer la mise en conformité du projet et la gestion de l'anonymisation des données, soit vous pouvez faire appel à une prestation externe. On a aussi mis la rétribution pour l'inclusion des données, donc ça c'est si on est dans une étude multicentrique, euh, vous pouvez rétribuer l'effort qui est fourni pour désarchiver ces données. Ensuite, infrastructure d'hébergement, donc ça peut soit être des serveurs, soit aussi des PC, enfin voilà, vraiment du matériel dédié au projet, s'il y a besoin de traiter des données de votre côté. L'information aux patients aussi, qui peut être externalisée. Des outils d'annotation, donc quand on est dans de l'imagerie, on a souvent besoin d'avoir un panel d'experts qui revoit et qui annote les données, donc il existe des choses en open source, mais on peut aussi avoir des choses, des licences payantes. Et aussi du budget dédié à la dissémination des connaissances, donc des congrès, des événements de remise des prix et l'annonce des lauréats, etc. Donc voilà, concernant un peu la temporalité, donc on avait lancé l'appel à projet en juillet 2023, il y avait eu une première relève des candidatures en février 2024, et là la prochaine aura lieu le 30 juin 2025. Donc suite à cette relève des candidatures, elles vont être étudiées par un jury d'experts externes pour une première phase de présélection et d'éligibilité. Pour tous les projets retenus à cette phase-là, on va organiser des auditions qui auront lieu sûrement en septembre, voilà, puisqu'on ne peut pas organiser ça pendant l'été malheureusement. En septembre, vous serez convoqué au HDH pour présenter votre projet devant ce jury d'experts. Et suite à ça, il y aura toute la phase d'instruction par BPI France des projets qui seront retenus lors de ces auditions. Et on pourra donc espérer d'annoncer les projets sélectionnés en fin 2025 ou début 2026. Et c'est là qu'on pourra commencer l'accompagnement et que vous pourrez recevoir vos financements pour les projets qui ont été retenus, ce qui fait donc un lancement prévu de la compétition aux alentours de mi-2027 si on est sur des projets de 18 mois. Voilà, après, ça peut être plus court aussi, c'est vraiment selon les projets. Et pour information, donc on organise le 5 juin 2025 avec BPI France une session d'information qui sera dédiée aux porteurs qui veulent déposer une candidature à la relève du 30 juin. Donc là, ce sera vraiment pour présenter un petit peu plus en détail le dossier de candidature et les pièces, notamment administratives et financières, et donner des conseils sur le remplissage de ces annexes. Ce qui est, voilà, c'est pas toujours évident selon les structures à remplir, et partager quelques bonnes pratiques. Donc ce sera une session collective qui sera clôturée par
une grande session de questions-réponses, sachant que là, le but, c'est vraiment enfin, de poser des questions sur les formalités un petit peu autour de la candidature et pas sur le fond de votre projet. Parce que pour des soucis de conflit d'intérêt et d'égalité de traitement, on ne pourra pas répondre à des questions sur voilà, vraiment le fond du projet. Mais là, c'est plus l'objectif de vous répondre sur comment candidater et si vous avez des questions sur les annexes financières et administratives. Ou sur les attendus aussi pour l'annexe de description du projet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et maintenant, je vais laisser la main au docteur Thomas Boyer et au docteur Soufiane Asdad pour nous partager leur retour d'expérience sur le Data Challenge Cytologia, donc qui est un des Data Challenge qu'on a accompagné, qui a été sélectionné dans une précédente vague. Donc Soufiane et Thomas, je vous laisse la main pour la suite. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet dédié en bas ici. On y répondra à la fin avec plaisir. Bonjour à tous. C'est bon. Ok, Lauriane, merci. Donc moi, je suis le docteur Thomas Boyer, je suis ravi d'être ici. Donc je suis hématologue et biologiste, ce qui explique un petit peu la suite du Data Challenge. Donc, je travaille moi à l'université au CHU d'Amiens et en fait j'ai représenté pour le Data Challenge Cytologia le groupe francophone d'hématologie cellulaire que je vais brièvement vous présenter après. Et pareillement, je suis le docteur Soufiane Zakaria-Asdad, je suis pathologiste de formation et je suis associé aussi à un médecin biologiste, le docteur Sami Damani. Et je vais représenter pour Cytologia la startup Algoscope que nous avons cofondée avec Sami. Alors, donc, le GFHC, donc, qui rentre pour le coup dans le cadre du Data Challenge, puisque c'est une société savante, en fait, c'est une association loi 1901, donc, qui a été fondée il y a maintenant 35 ans et qui, en fait, regroupe des biologistes français, donc des biologistes médicaux, hein, donc, qui travaillent à l'hôpital et qui s'intéressent particulièrement à l'analyse morphologique donc, des cellules, en fait, et à toutes les pathologies cellulaires, donc, tout ce qui est phénotypique, moléculaire, cytogénétique, qui, en fait, ce sont des techniques qui vont contribuer au diagnostic et au suivi des maladies du sang, comme les leucémies, par exemple. Et pour l'anecdote, en fait, on collaborait déjà avant le challenge entre l'Algoscope et le GFHC, même la création d'Algoscope, parce que Sami a fait sa thèse de médecine qui a commencé en 2018 sur le sujet, qu'il a soutenu en 2019, et c'était on va dire, un petit peu l'embryon du projet, qui, une fois qu'on a, on va dire, répondu à cet appel à projet, qu'on connaissait parce que nous avions déjà, ironie encore une fois du calendrier, participé à un autre Data Challenge, mais cette fois-ci en tant que candidat, une équipe de Data Science. Et on était arrivé même sixième à TissueNet au premier Data Challenge organisé par le HDH et la SFP. Et donc, pour présenter rapidement Algoscope, nous sommes une startup medtech qui développe des solutions basées sur plusieurs technologies, dont l'IA, la modélisation 3D, le computer vision ou vision assistée par ordinateur en français, pour améliorer les flux de travail entre les blocs opératoires et les laboratoires de pathologie et notamment plus tard de biologie moléculaire et de biologie. Alors, en 2 diapos à peu près, le présenté de Data Challenge. Alors, bon, nous, on trouvait la question médicale intéressante, mais après, il restait à savoir si le Health Data Hub la trouverait aussi. Bon, ça a été le cas, donc c'était une bonne nouvelle. En fait, la toute base, donc, c'est que, donc, je vous disais, les biologistes du GFHC s'intéressent beaucoup à la morphologie des cellules, et notamment à la morphologie des leucocytes, donc, ce qu'on appelle les globules blancs, puisque du coup, selon la morphologie et la quantité, on va dire, de globules blancs, on va s'orienter vers telle ou telle maladie hématologique. Et pour ça, on réalise un examen qui s'appelle la numération formule sanguine, qui est le premier examen biologique prescrit en France actuellement. Et nous allons quantifier vos cellules, mais aussi qualitativement les étudier pour voir si elles sont normales ou pas. Et pour faire ça, on utilise un microscope optique qui est maintenant automatisé. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, cette analyse est très dépendante de l'expérience de l'opérateur et elle nécessite une forte expertise, ce qui fait que vous avez une grosse hétérogénéité des compétences sur le territoire entre les gens très habitués à lire des frottis sanguins, en CHU par exemple, et des gens qui n'ont pas du tout d'expérience là-dessus.
Et donc, les microscopes automatisés, actuellement, ont des algorithmes de classification des cellules. Alors, c'est très bien pour les leucocytes normaux, mais c'est très vite mis en défaut sur des labs qui sont pathologiques. Et du coup, l'idée, donc, comme disait Soufiane, ça a été un travail qui a été amorcé il y a quelques années entre GFHC et Algoscope, mais qui a pris une dimension beaucoup plus importante en participant au Data Challenge, puisque nous, notre objectif, c'était de développer, enfin de proposer à développer des modèles de classification des leucocytes normaux et pathologiques qui peuvent permettre de classer correctement les maladies hématologiques et ne pas confondre, par exemple, une leucémie aiguë et un syndrome réactionnel à un rhume, par exemple. Alors, ça peut paraître rigolo comme ça, mais ça peut vraiment arriver. Et de ce fait, donc, réduire les disparités sur le territoire national. Alors, donc, nous avons la collaboration avec le HDH nous a permis vraiment de développer quelque chose, enfin un modèle d'IA d'une sacrée ampleur. Donc en fait, on a lancé un appel national pour récolter donc, des images, mais ça, Soufiane en parlera après, de leucocytes normaux et pathologiques de 23 classes différentes. Ce qui nous a permis de faire émerger des solutions fiables pour automatiser l'analyse et surtout répartir les chances de diagnostic exact sur le territoire. Donc, ce Data Challenge a permis de récolter 70 000 images, donc, comme on peut en voir ici sur la gauche, ce qui est la plus grande base de données mondiale à l'heure actuelle. Le Data Challenge, donc, qui a été organisé il y a quelques mois, a réuni 250 équipes du monde entier qui ont soumis plus de 2000 modèles et avec notamment les premiers qui ont développé des algorithmes qui permettaient une 93% de classification correcte des images, ce qui est vraiment très important quand on regarde notamment ce qui a pu être déjà publié comme algorithme de reconnaissance d'images. Et grâce à la pugnacité, on va dire, du HDH, puisque ça n'a pas forcément été facile, ce Data Challenge a été mis à l'honneur lors du fameux sommet international pour l'action sur l'IA qui a lieu à Paris début février. Donc, comme l'a résumé Thomas, c'est un Data Challenge qui a mobilisé beaucoup de centres en France. On a eu la chance de récolter énormément d'images de plusieurs types, des leucocytes normaux et pathologiques classés en éventail de 23 classes avec au moins 1000 images par classe. Donc, il nous fallait on va dire, le plus de variabilité possible pour éviter le surapprentissage. Donc, on a des résolutions même de type d'image qui sont assez variées. Souvent, c'est on va dire de facto des images issues de ces microscopes automatisés de petite taille qui faisaient à peu près 300 par 300 pixels. Et ces images étaient by design issues d'images de routine. Donc, on a fait on va dire au point de vue RGPD, notre cadre était idéal pour se prêter à l'organisation d'un Data Challenge parce que les images étaient by design anonymes. C'était des images qu'on récupérait dans ces microscopes automatisés. Elles étaient par classe et pas par patient. Donc, on récupérait X milliers d'images de leucocytes de la classe 1, 2, 3, normaux, pathologiques, etc. Et on a pu, ils étaient déjà premièrement prêts à noter, et il y a eu un besoin de faire une validation en double aveugle. Et c'est là où Algoscope est rentré en action, parce que on a dû développer une plateforme pour la collecte de ces données, une plateforme sur laquelle on pouvait laisser les biologistes, les spécialistes les annoter. On remettait à leur disposition des solutions de pré-annotation. On avait mis des modèles d'IA qui permettaient de faciliter la notation. Et ça permettait, sur des murs d'images, un contrôle et une revue facilitée d'un grand nombre d'images labellisées par 9, par 20. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'équivalent sur le marché. Du coup, on a dû être inventif spécifiquement pour ce type de petites images. Et ça a facilité la constitution de la base de données et sa labellisation. Donc, une fois qu'on avait cette base constituée, double annotée, on a justement... on l'a divisé en plusieurs silos qu'on a fourni au prestataire qui a fait
justement le Data Challenge sur le cloud, en une base d'entraînement, une base publique que les différents compétiteurs ont utilisée pour entraîner leur modèle. Une base, on va dire, de test qui est publique, une base sur laquelle les différents compétiteurs ont pu tester les modèles qu'ils ont développés. Et il y avait une base de validation, plutôt une base de test privée, dans laquelle Trusty pouvait s'assurer qu'il n'y avait pas d'overfitting ou de surapprentissage des modèles parce que personne n'avait accès en dehors d'eux à cette base. Ça permettait de voir vraiment de noter les différents modèles soumis par les participants. Tu peux passer la diapo, s'il te plaît? Ouais. Voilà, donc les trois vainqueurs sur le podium ont été des data scientists de différents horizons, dont 2 Français. Donc MPWare, l'équipe MPWare représentée par Eric Benamou est arrivée en première place. Ils sont basés à Toulouse. Il y a Xur Chen, qui est une data scientist qui travaille pour un industriel, et je crois qu'elle est basée aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Et Simon Tomine, qui est data scientist dans une start-up qui s'appelle VitaDX, qui fait des solutions de dépistage du cancer de la vessie, donc quelque chose de différent. Et c'est, on va dire, des accuracies ou des exactitudes assez impressionnantes, proches de 93%. Et enfin, qui ont atteint 93% et qui est monté vers l'eau, presque à 94%. Et donc, ils vont recevoir leur comment on appelle ça, prix le jour de la journée Open Science. Tu peux s'il te plaît. Voilà, donc cette journée aura lieu le 4 juin à Paris Santé Campus. Je laisserai l'équipe du Health Data Hub un peu plus en parler. Donc c'est un avant-goût de cette remise de prix qui sera un couronnement de ce Data Challenge de Cytologia. Et je pense qu'on peut, de manière un peu plus casual, vous donner notre ressenti à froid sur l'organisation de la Data Challenge. C'est quelque chose qui est assez particulier à organiser. Tu peux autant parler que moi, Thomas. Oui, fini, j'enchaîne. Si je peux, on va dire, donner des conseils, c'est de faire attention au timing, parce que comme vous avez pu voir, on a candidaté à l'été 2022 et le challenge a fini récemment. Donc c'est pas quelque chose c'est pas un projet qui se fait à court terme, ou c'est pas un sprint. Il y a des jalons, donc il se peut qu'il y ait des périodes de sprint, des périodes où voilà, il ne se passera rien pendant plusieurs mois. Et en termes d'organisation, ça fait des espèces de coups d'accordéon qu'il faut absorber. Et c'est pas forcément facile, parce que ce soit les sociétés savantes ou les sociétés privées, on a tous une activité à côté, donc il faut prendre en compte que parfois ça risque de donner des périodes d'activité très lourdes. Il y a aussi plein de choses qu'on n'est pas spécialement habitué à faire. Le dossier BPI qui est assez volumineux. De toute façon, l'équipe du HDH a été super, toujours à l'écoute et disponible pour aider avec leur expertise et leur connaissance. Le point de vue légal aussi, Thomas, tu en seras mieux, tu diras mieux que moi. Il faut faire des conventions avec chacun des. Bon, je te laisserai un petit peu plus le détailler, mais il n'y a rien qui va suivre le plan. Voilà, il y aura le plan, la réalité. Préparez-vous à pouvoir improviser, parce qu'il n'y a rien qui suit le script. Et ça reste quand même une aventure humaine assez excitante, parce que c'est quelque chose de vraiment innovant, innovant et nouveau, et surtout qu'il y a une portée sociétale qui peut avoir un impact sur la vie des gens. Donc c'est quelque chose qui peut servir à l'humanité. Donc c'est très gratifiant de faire des projets comme ça avec une quête de sens. Et aussi, ça fait plaisir de voir une idée abstraite se concrétiser quelques années après dans des solutions qui pourront être partagées en open source à tout le monde. Ouais, moi je rejoins tout à fait Soufiane là-dessus. Il ne faut pas être étriqué, on va dire, dans ces idées, puisqu'effectivement, rien ne va se passer comme prévu, mais ça va se passer quand même, et ça va bien se passer, dans la mesure où, en fait, il faut le dire, nous, dans notre métier médical, on n'est pas du tout habitué à pas mal de considérations juridiques, etc. Et ça, pour le coup, le HDH accompagne, mais vraiment pas à pas, avec les kick-offs, etc. C'est vraiment toujours un accompagnement qui est super bienveillant et
positif. Et voilà, effectivement, il y a beaucoup de méandres, même si de base, notre data challenge était facile, puisque les images de leucocytes, c'est pas lourd, c'était anonyme, mais malgré tout, vous avez quand même un chemin qui est malgré tout un peu semé d'embûches. Alors, je rebondis aussi sur quelque chose qu'avait souligné Lauriane tout à l'heure. Bien faire attention lorsque vous faites de la grille budgétaire pour avoir une idée du volume de votre base de données pour choisir la plateforme de Data Challenge, puisqu'effectivement, les prix varient beaucoup. Et petit conseil d'amis, vu que la communication avec BPI est parfois un peu compliquée, il vaut mieux être certain de son budget, parce que donc, le budget vous est versé de façon annuelle. Donc, bien calculer votre coût pour savoir justement, eh bien, voilà, telle année, si vous avez donné 300 000 euros, ben, cette année-là, vous avez 100 000 euros par exemple, ben, soyez sûr que vous n'avez pas besoin de plus. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. On a fini par trouver une solution grâce au HDH. On a fait un avenant. Ça s'est finalement bien passé, mais c'est passé pas loin de la sortie. Donc voilà, donc ça c'était très bien. Après, ce qui est génial, c'est qu'en fait, effectivement, on avait commencé ce projet, mais grâce au Data Challenge, il a pris une ampleur, en fait, je vais pas dire qui nous dépasse, mais une ampleur vraiment inédite, notamment avec cette base de données, donc qui va permettre de faire vivre après coup, puisqu'elle va être en open data, le projet, et on va pouvoir également organiser dessus d'autres projets de recherche et utiliser cette base de données à des fins de formation pour les futurs biologistes, en l'occurrence pour Cytologia, mais ça peut également concerner la plupart des corps de métiers médicaux. De plus, les modèles d'IA sont en open source et la publication afin de valoriser justement ce Data Challenge est actuellement donc en cours d'écriture. Donc, c'est très prenant, un Data Challenge. On l'a réalisé, nous, mis bout à bout sur 2 ans, sachant que quand même la phase de cadrage, puis d'obtention des financements, c'était à peu près 6 mois, je pense. Mais voilà, ça reste une aventure vraiment très, très intéressante, enrichissante, avec des gens avec qui il est très agréable de travailler au HDH. Et donc, pour le coup, oui, euh, je, enfin, je comprends tout à fait. Si vous hésitez à participer à un data challenge parce que vous n'êtes pas sûr de la pertinence de votre question, bah, franchement, allez-y quand même. On ne sait jamais. Allez-y quand même, on vous sera accompagné, vous serez, on va dire, tenu par la main, mais il y aura toujours quelqu'un pour vous aiguiller. Et je voulais rajouter, enfin plutôt appuyer sur le point, soyez prêts à être un peu souple, parce que des fois, il y a des imprévus, comme là, il y a eu cette opportunité du sommet de l'action pour l'IA, qu'on n'avait pas prévu du tout. Il a fallu qu'on avance le calendrier du Data Challenge et que sur la fin, on sprint un petit peu. Et on s'est retrouvé à faire des choses qu'on n'avait pas spécialement prévues, mais bon, il faut faire ce qu'il faut. C'est par exemple d'animer un forum avec Trotsky, étant donné que c'est la partie technique. On ne l'avait pas vu dans notre périmètre de choses à faire, mais il se peut qu'il y a des choses que vous n'ayez pas prévues, que vous retrouviez à faire. Donc, gardez toujours en tête qu'il n'y a rien qui se passe comme sur le plan et qu'il faut être souple. Mais ça se passe bien, comme dit Thomas, et ça se passera bien. Ouais, génial. Bah, merci beaucoup, Soufiane et Thomas. C'était super d'avoir votre retour d'expérience. Donc, Du coup, on va pouvoir passer aux questions-réponses. On a un petit peu pris du retard sur le planning, mais on peut dépasser de quelques minutes si besoin. Alors, bonjour, serait-il concevable d'imaginer la mise en place d'un data challenge sur la base de données SNDS anonymisée? Alors, pour l'instant, on l'a pas encore fait. C'est vrai qu'initialement, le but, c'était pas de travailler sur des données du SNDS, puisque ça, il y a d'autres dispositifs du HDH qui le permettent, mais c'est quand même enfin, quelque chose qu'on explore. Le problème, c'est qu'il faut voir si vous avez déjà, vous, un accès par ailleurs au SNDS, parce que l'accès aux données du SNDS est beaucoup plus lourd, on va dire, d'un point de vue réglementaire et administratif. Donc, ça casse un peu la temporalité de l'initiative. Donc, on essaye de rester au maximum sur 18 mois, même si des fois, ça dépasse un peu. Là, ça risque vraiment voilà, de changer les choses. Et sachant qu'il y a aussi la possibilité que la CNIL et le CSRS n'autorisent pas l'accès à des données du SNDS en vue de les rendre anonymes pour un data challenge. Donc, ça veut dire que potentiellement, vous pourriez être sélectionné,
mais ne pas pouvoir accéder aux données et donc que le projet soit mort dans l'œuf, quoi. Mais si vous avez déjà un accès au SNDS ou vous avez déjà une base de données issue du SNDS que vous pouvez rendre anonyme, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. Donc voilà, à voir comment monter le projet. Concernant le budget, il ne peut s'agir que de recrutement de personnel. Le DPO interne, si c'est un DPO interne qui est positionné sur le projet étant en CDI, devra apparaître en prestation si CDI non financé. Alors, en fait, il y a deux types de coûts. Enfin, quand vous faites votre demande de financement, vous pouvez passer soit en coûts marginaux, soit en coûts complets. Ça, c'est BPI France qui pourra vous répondre mieux que moi. Mais globalement, les coûts marginaux, ils peuvent être financés à 100% dans cet appel à projet. Donc, ça permet de financer entièrement des prestations externes et du matériel. Par contre, si vous voulez passer en coût complet pour pouvoir financer du temps humain de membres de votre structure, là, cette fois, c'est pris en charge qu'à 50% et ça implique de passer par une comptabilité analytique. Donc, pour l'instant, on n'est passé que par des demandes de financement en coûts marginaux. Voilà, donc c'est à voir, mais du coup, en coûts marginaux, c'est pas possible de rémunérer un interne. Quel est le profil du jury d'experts qui auditionne les porteurs de projets? Donc, on est en train de le constituer et dans tous les cas, les porteurs de projets qui vont déposer une candidature seront informés des membres du jury pour vérifier les conflits d'intérêts. En général, on essaye de mixer plusieurs expertises, donc à la fois des experts sur le plan médical. Évidemment, on n'a pas toutes les spécialités, mais on essaye de varier un petit peu, et des experts en data science, IA, computer vision, idéalement spécialisés dans de l'analyse de données de santé et d'imagerie médicale. Et voilà, c'est un jury pluridisciplinaire. Est-ce que la session d'information du 5 juin pourrait être suivie à distance? Alors, elle sera uniquement à distance, d'ailleurs. Désolée si ça n'a pas été clair, mais c'est bien un Zoom qui aura lieu le 5 juin à midi, de midi à midi 45. Mais on vous enverra un mail. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter aussi, Data Challenge. C'est là qu'on envoie vraiment toutes les infos dédiées. On enverra le lien d'inscription. J'aimerais savoir qui a accès au modèle d'IA en open source ainsi qu'aux bases de données France, Europe, hors Europe. Il se pose également la question de la valorisation des données après des investissements majeurs, EDS, plateformes, par les établissements de santé. Et une dernière question sur l'attractivité de ce modèle pour des médecins ayant une logique entrepreneuriale avec la possibilité de valorisation commerciale de modèles d'IA, start-up, spin-off d'établissements de santé. Alors, l'open source et l'open data, par définition, on ouvre ça à l'ensemble de la communauté. Pour les données, en général, c'était référencé sur data.gouv.fr. Donc, en fait, tout le monde qui a accès à data.gouv.fr peut télécharger les données anonymes. Et pour les modèles en open source, c'est la même chose. C'est partagé en général sur GitLab ou GitHub et référencé aussi sur la bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé, la BOAS du HDH. Voilà. Il y a des modalités des licences qui sont associées à ces ressources qui permettent de garder la parentalité de la base et des modèles et que tout ça puisse être cité en cas de réutilisation. Après, sur la possibilité d'une valorisation commerciale, peut-être que Thomas et Soufiane pourront rajouter un petit mot là-dessus, mais c'est pas parce que c'est un open source qu'après on peut pas. Justement, la licence appliquée qui est recommandée, c'est une licence qui permet toutes les réutilisations, y compris la réutilisation commerciale. Donc, vous pouvez tout à fait prendre cette brique et en faire autre chose derrière, voire un dispositif médical. Thomas ou Soufiane, je ne sais pas si vous voulez compléter. Si justement, ça dépend vraiment de la licence qui est en question que le candidat a utilisée. Par exemple, si un des trois candidats a utilisé du YOLO pour arriver à ce modèle-là, derrière, ça dépendra du modèle de Ultralytics, l'éditeur de YOLO. Donc, ça dépendra vraiment du choix technique du participant. Il va falloir qu'il soit un petit peu transparent sur les briques technologiques
qui l'a pris. Et tout sera conditionné par la licence en elle-même. Il y en a qui sont très permissives, hein, comme des licences Apache ou autres. Il y en a d'autres qui sont un peu plus, on va dire, qui sont ouvertes, mais qui légalement restent un petit peu problématiques. C'est-à-dire, tout le monde a la liberté de l'utiliser, mais entre guillemets, dans les faits, la paternité appartient à Ultralytics. Enfin, pour l'exemple de YOLO. Après, il y a plein d'exemples. Après, si vous voulez vous en prémunir, vous pouvez interdire ça dans le règlement du Data Challenge, c'est-à-dire ne pas interdire aux candidats d'utiliser des briques technologiques qui ne sont pas sous licence complètement ouverte. Ça réglerait le problème. Merci beaucoup. Une question sur Cytologia encore. Quelqu'un qui me dit: je n'ai pas bien compris pour le projet Cytologia, les 3 lauréats sont des compétiteurs qui ont testé l'outil et qui ont également obtenu un prix. C'est juste les 3 compétiteurs qui ont développé le meilleur algorithme de reconnaissance des leucocytes. Et donc qui ont été classés selon leur F1 score pour reconnaître les cellules. En fait, c'est pas qu'ils ont testé l'outil, c'est qu'ils ont développé l'outil. Ils ont reçu un prix suite au développement de ce modèle-là. Pour la plateforme, vous avez mis de 25 000 à 75 000. Dans le MOOC, c'est annoncé 100 000 pour Kaggle. Y a-t-il d'autres projets Kaggle et combien ça a coûté? Alors, dans le MOOC, c'est peut-être pas clair, mais c'est pas. Alors, Kaggle, on le cite parce que c'est la plateforme de Google qui est très connue et que les autres le sont moins, mais on n'a jamais fait de challenge sur Kaggle. Et c'était 100 000 euros pour Driven Data pour la Société française de pathologie. Donc c'était un peu exceptionnel, ça avait coûté très cher parce qu'on avait plusieurs téras de données, puisqu'on était sur des lames Anapat où chaque lame fait plusieurs gigas. Et il y a aussi toute une prestation de conversion des formats. Voilà. Et du coup, pour les fois suivantes, ce qu'on a fait, c'est que au HDH, et on est sur le point de l'ouvrir, on a développé un modèle qui permet de convertir les formats propriétaires au format pyramidal TIFF. Donc voilà, là c'était assez exceptionnel et pour les autres challenges, on n'a pas atteint ces montants-là. Donc c'est pour ça que là, on a mis entre 25 et 75 parce que pour la plupart des challenges, on tourne quand même plutôt autour de la médiane entre les deux. Alors, y a-t-il un montant minimum, maximum à allouer pour le prix décerné aux gagnants? Alors, maximum, je pense que oui, parce que ça, il faut regarder plus dans les détails du cahier des charges et du financement. Mais il me semble que c'est un coût qui passe du coup dans la dissémination des connaissances, peut-être, enfin, dans ce type de budget-là. Et ça, je crois que ça peut pas être supérieur à 50% du financement alloué. Mais là, enfin voilà, faut reboucler avec BPI, je leur redemanderai si ça vous intéresse. Et pour le minimum, il n'y a pas vraiment de minimum, mais il faut avoir quelque chose de suffisamment attractif pour donner envie de participer à la compétition. On tourne autour de 25 000 euros, mais voilà, si vous parcourez un petit peu les challenges, pas forcément concentrés sur les plateformes, pour avoir une ordre d'idée un petit peu de ce qui est donné. Je voulais des conseils pour fixer le calendrier. Peut-on commencer le projet et engager les frais le 1er juillet 2025 si on est sélectionné fin 2025 ou seuls les frais à partir de la sélection seront validés? Combien de temps avant le début du challenge il faut soumettre les données à la plateforme? Le congrès de remise des prix doit-il être dans les 18 mois? Alors, pour le calendrier, donc effectivement, ça peut être fait enfin, vous pouvez commencer à engager des frais avant d'avoir reçu l'aide financière. Normalement, votre contrat de financement, il fera apparaître un calendrier qui est bien, enfin qui est calqué sur ce que vous avez mis dans votre dossier de candidature. Mais ça, pareil, on pourra faire un mail à BPI France pour bien confirmer. Mais jusqu'à présent, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pardon, votre question a disparu. Oui, là, je me remets dessus. Et pour le reste, donc oui, en théorie, donc là, 1er juillet, vu que c'est avant les auditions qui ont lieu en septembre, non, parce qu'il faut quand même attendre votre sélection et l'instruction du dossier. Mais en gros, vous pouvez commencer à engager des frais dès que vous êtes en attente du contrat de financement et, et de la réception du financement.
Euh, Combien de temps avant le début du challenge il faut soumettre les données à la plateforme? Donc en général, on demande un mois pour avoir la base de données finale, pour que la plateforme puisse réaliser justement les différents sets de données d'apprentissage, de tests et de validation. Et enfin, le congrès de remise des prix doit être dans les 18 mois. Alors, idéalement, oui, puisque il faut que les frais puissent, enfin, si vous faites une demande de financement liée au congrès, il faut que vous ayez engagé la dépense avant la date de fin du programme. Mais si, enfin, voilà, si c'est un peu après, enfin quelques mois après, on peut toujours faire des avenants et repousser un petit peu. Si par exemple vous voulez enfin, calquer le congrès sur une date en lien avec un congrès de votre structure, voilà, on peut toujours s'adapter. Alors c'est au choix pour être en coût marginal ou en coût complet, ou ça dépend du trip. Oui, c'est au choix. C'est au choix. Qui faut-il contacter à BPI pour savoir si on est à coût complet ou à coût marginal? Alors, il y a si vous allez sur le site de BPI France, enfin, sur le lien qu'on vous a envoyé pour le dépôt des candidatures, tout en bas, il y a l'adresse mail stratégie d'accélération. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui peut vous la copier-coller dans le chat. Est-ce que le MOOC est disponible en anglais? Malheureusement, non. On l'a pas encore fait traduire, mais on réfléchit à traduire un petit peu tous les éléments enfin, tous les documents d'information du HDH. Donc, ça sera peut-être fait. Quelles sont les actions attendues post-challenge pour valoriser? Alors, déjà, il y a l'ouverture des données, des modèles. Ensuite, en général, il y a des articles qui sont écrits. Là, je sais que côté Cytologia, c'est en cours. Et après, c'est à vous de voir aussi comment vous voulez faire vivre votre projet. Enfin, Thomas et Soufiane, je ne sais pas si vous voulez. Oui, c'est vrai qu'effectivement, nous, donc pour Cytologia, effectivement, bon, il y a les différentes publications, là, je suis en train de rédiger une publication plutôt généraliste à l'attention, on va dire, plutôt du corps médical, mais ça peut être aussi des approches plus computationnelles, en fait, plus techniques. Donc voilà, après, il y a les bases de données, ça a un but pédagogique, en fait, puisque pour la formation, et puis après, voilà, la base de données étant constituée, on peut également essayer de se rapprocher d'autres organisations comme ça de data challenge, enfin de battle d'IA, en fait, pour essayer de voir d'autres points de vue sur cette base de données qui nous aurait échappé. Donc, voilà, comme disait Lauriane, c'est quand même beaucoup. Enfin, je pense que ça part vraiment de notre propre initiative et de la volonté qu'on a de valoriser, en fait, les données. Et de continuer à faire vivre cette base. Exact. Tout à fait, merci beaucoup. Ensuite, on demande pour le Post-Data Challenge, est-ce qu'il faut prévoir un partenariat avec une revue pour publier les méthodes des lauréats? Alors, les méthodes des lauréats, elles sont publiées sur, en général, des guides, enfin, les plateformes Data Challenge directement. Après, il n'y a pas vraiment de partenariat à faire avec une revue. Enfin, vous êtes libre de vous rapprocher des lauréats et eux sont libres d'accepter ou non de poursuivre avec vous. Mais voilà. Thomas, je vois Oui, que oui, tu veux. tout à fait, exactement. Est-ce que mettre au point une interface open source incluant les méthodes des lauréats serait une action valorisable dans cette AAP? Euh, Alors, nous, c'est pas, enfin, nous, on n'a pas une interface, on a un outil qui référence les méthodes. Là, peut-être que vous faites référence à carrément une interface où on pourrait faire tourner, enfin, où on pourrait soumettre des données et à faire tourner, enfin, faire tourner l'algorithme sur des données qu'on soumettrait. Si c'est ça, oui, tout à fait, ça pourrait être une action valorisable enfin, dans l'appel à projet. Après, le financement, il est dédié à l'organisation du challenge. Pour ce qui est dissémination des connaissances, voilà, vous pouvez allouer du budget aussi, mais il faut voir comment articuler ça. Il ne faut pas faire quelque chose de trop ambitieux non plus, parce que sur 18 mois, déjà, organiser le challenge, ça demande beaucoup d'énergie et de temps. La mise en place de ce type d'infrastructure, je ne sais pas ce que vous imaginez précisément, mais voilà, il faut que ça soit dans la suite, mais à voir comment on peut faire rentrer ça dans les 18 mois. La plateforme doit être
doit-elle être trouvée pour le dépôt du projet? Alors, vous pouvez mettre des exemples de plateformes que vous souhaitez solliciter. Après, ce qui est bien, c'est que si vous avez déjà des plateformes en tête ou pris contact, je vois que Thomas doit nous laisser. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour votre intervention. Alors oui, vous pouvez mettre des exemples. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà trouvé la plateforme. Mais ce qui est bien, c'est que si vous vous rapprochez un petit peu de plateforme pour avoir des devis, ça permet de vous aider aussi à évaluer votre besoin de financement pour cette ligne-là de budget. Mais voilà, vous pouvez indiquer, enfin, vous pourrez changer en fait de plateforme, même si vous indiquez quelque chose au moment du dépôt du projet. Le Data Challenge peut-il être proposé et organisé par une association regroupant des acteurs de la recherche, de l'industrie, des startups? Alors, en portage, non. Enfin, les seules associations qui sont éligibles, c'est les sociétés savantes, finalement. Donc, c'est sociétés savantes. Après, il y a les groupements de coopération sanitaire, les établissements de santé publics et privés et les IHU. Par contre, vous pouvez vous associer à une de ces structures en tant que partenaire pour organiser un challenge. Donc, vous ne recevrez pas directement du financement. Vous pouvez le recevoir de façon indirecte en vous positionnant en prestataire. D'un point de vue de communication, vous serez bien partenaire du projet, mais vous ne pouvez pas être en portage direct du projet. Voilà, on a dépassé un petit peu. Alors, j'ai une dernière question. Et le congrès de remise des prix doit être trouvé en faut-il plutôt IA ou plutôt médical? Alors, soit c'est un congrès, soit vous faites vraiment un événement dédié de remise des prix. Nous, on organise régulièrement à Paris Santé Campus, donc le HDH peut vous accompagner là-dedans. Vous pouvez vous greffer aussi à des événements du HDH, là, comme c'est le cas pour Cytologia. On va avoir la remise des prix dans le cadre de la journée Open Science. Donc, soit c'est vous qui avez votre propre congrès, soit on peut réfléchir à faire un événement ensemble. Et plutôt IA ou plutôt médical. Alors, j'aurais tendance à dire santé digitale, un mix des deux. En ce moment, il y a pas mal de congrès. Enfin, je sais que par exemple, il y a eu un congrès de pathologie digitale où on a présenté un petit peu tous les challenges qu'il y a eu sur le sujet Anapat. Voilà, après, c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de votre projet, votre domaine d'expertise et votre réseau aussi, ce qui va intéresser le plus votre réseau entre le domaine IA ou médical. Voilà, j'ai plus de questions. Donc, et on a un petit peu débordé sur le temps prévu. Mais en tout cas, n'hésitez pas voilà, à nous écrire si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'être accompagné dans votre candidature. On reste à votre disposition pour échanger avec vous et on vous enverra prochainement le replay du webinaire et les slides aussi du webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si besoin. Et je remercie Thomas et Soufiane qui nous ont déjà quittés. Mais voilà, merci à eux pour leur présentation et merci à tous pour votre participation.